Donc, si je comprends bien, c'est quand même avec passion que vous exercez votre rôle de diplomate, hein, que c'est vraiment votre élément, puisque est-ce pour cette raison que vous avez eu envie de transmettre votre passion de 2000 à 2005 en enseignant à l'université linguistique d'État de Moscou et ensuite à l'université d'État des sciences humaines de Russie? Oui, exactement. J'ai commencé à travailler comme professeur à un moment difficile. Je dois confesser que c'était pour gagner un peu plus d'argent. C'était alimentaire aussi. Mais très vite, j'ai trouvé ce travail comme très passionnant, très intéressant. Et j'ai enseigné dans 3 universités de Moscou. Это был период, когда вы преподавали, это 2012-2016 год, да, если не, я просто... Нет, я начал преподавать в 2000 году и преподавал в течение 5 лет. Потом я уехал в Испанию, но вот после возвращения я снова занялся преподавательской работой. Et c'était l'étape à franchir, en fait, pour ensuite occuper de 2005 à 2012 des postes à l'ambassade. Oui. Et puis à l'ambassade, et puis aussi vous êtes retrouvé en principauté d'Andorre, en Espagne. C'est à ce moment-là. J'étais ambassadeur en Espagne. Oui. Et en ce qui concerne l'Andorre, j'étais ambassadeur par concurrence. C'est-à-dire que je n'étais pas ambassadeur résident. J'ai voyagé en Andorre 2-3 fois par an. D'accord. Посол, это называется посол-резидент? Посол по совместительству. Посол по совместительству в Андорре, куда вы приезжали несколько раз в год. Et c'est en 2012-2016, vous prenez donc la direction du département historique et documentaire et vous devenez membre du collège du MAE de la Russie. Ça veut dire quoi, MAE, pour les auditeurs? Ministère des Affaires étrangères. D'accord. Ainsi que du collège de l'Agence fédérale des archives de la Russie. Donc ça, ce sont des cheminements logiques, en fait. Et c'est un complément aussi pour votre carrière diplomatique. Ce qui se passe, que quand je m'occupais de la recherche dans le domaine de l'histoire de notre diplomatie, j'ai commencé à travailler dans les archives parce que nous avons des archives très très riches consacrées à l'histoire de la diplomatie. J'ai trouvé ce travail vraiment passionnant parce que je pense que le travail aux archives, c'est une espèce de drogue. Vous êtes habitué à ce travail, mais vous élaborez aussi un sentiment de chasseur, parce que vous chassez les documents qui sont vraiment intéressants pour vous, pour votre recherche. Vous faites des petites découvertes, donc il est très difficile d'arrêter. Mais après, j'ai eu de la chance d'être directeur des archives du ministère des Affaires étrangères et continuer ce travail avec passion. Avec passion, parce qu'on fait des découvertes, vous savez. Parce que, par exemple, j'ai lu dans les mémoires d'un très grand écrivain russe l'histoire de son enfance quand il se trouvait avec ses parents à Moscou, occupé par les troupes de Napoléon. Ah oui. Et lui, le père de cet écrivain a été invité chez Napoléon, et Napoléon a écrit une lettre et qu'il voulait transmettre à l'empereur russe Alexandre Ier. Donc, le père de cet écrivain a transmis cette lettre. C'était le premier démarche de Napoléon pour établir les conversations de paix avec la Russie, en pleine guerre. Donc, et voilà, je vois cette lettre chez nous, dans nos archives, elle est bien conservée. Ah oui, je comprends. Ce sont des découvertes vraiment passionnantes. Ah oui, je comprends que ce soit passionnant, oui.
Дорогие радиослушатели, мы говорим о периоде жизни Александра Игоревича, когда он работал и возглавлял департамент архивов, да? Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел. И Александр Игоревич с нами делится тем, что это был тоже очень интересный период его жизни, потому что работа была невероятно интересная, и он себя чувствовал как исследователь, как человек, который фактически охотник, который ищет какую-то интересную информацию. И, конечно, Вероника не удержалась и тут же поинтересовалась, какие драгоценности, какие сокровища были найдены за время его работы. И Александр Игоревич с нами поделился информацией о том, что, например, было найдено письмо, которое было написано Наполеоном. Расскажите. Да, расскажите. Это не совсем так. Дело в том, что это письмо широко известно, оно много раз публиковалось. Ну, что вы на него попали, да. Это исторический документ, который хорошо известен специалистам, но одно дело прочитать о нем, а я о нем прочитал в «Былом и думах» Герцена. Конечно. А другое дело держать это письмо в руках и, так сказать, ощутить вот эту историю, которая за ним стоит. Так это было письмо, которое... Это было письмо, которое Наполеон написал Александру Первому. Это было его первое предложение о заключении мира. Оно было написано в горящей Москве. И оно было передано царю через отца Герцена. Ну, то есть, вот если вот так вот говорить, какой, на ваш взгляд, был вот самый яркий момент вашей карьеры и вашей жизни? Ну, об этом очень сложно сказать, потому что, конечно, были разные моменты, но, конечно, было очень интересно работать послом в Испании, потому что это дружественная страна, страна с богатейшей культурой. И, кроме того, я хорошо знаю испанский язык, и мне было проще там работать и жить. У меня было очень много друзей там, и я постоянно ездил по стране. Вот, может быть, этот период наиболее яркий. Donc, je osais poser la question, en fait, quelle période de sa vie, de sa carrière était la plus intéressante, la plus passionnante. Donc, c'est bien sûr que c'est très difficile de répondre à cette question, mais peut-être à la période où son Excellence était ambassadeur en Espagne, puisque si je comprends bien, vous aimez beaucoup ce pays, vous parlez cette langue très facilement et fluently, et que c'était une période où il y avait plein d'amis et de contacts intéressants. On écoute qui maintenant? Oui, on fait une dernière petite pause musicale. Avec Sergei Markarov. Oui, toujours avec Sergei Markarov.
Alexandre, dites-nous s'il vous plaît, mais c'est quoi l'UNESCO pour la Russie qu'est-ce que représente l'UNESCO pour la Russie? Что такое ЮНЕСКО для России? L'UNESCO est une organisation internationale peut-être le mieux connue dans notre pays. Il a beaucoup de popularité et c'est la base de notre participation dans les activités de cette organisation. Je dirais qu'il y a deux parties dans mon travail. Il est divisé entre la partie internationale, où la Russie, à travers de sa délégation permanente, participe dans le débat sur les sujets globaux. Et puis la deuxième partie qui est très importante, peut-être la plus importante, c'est notre coopération entre la Russie et l'UNESCO, qui a beaucoup d'aspects, parce qu'il s'agit, comme je dis déjà, des sites de patrimoine mondial, mais aussi des coopérations dans le domaine de l'éducation, la science et les communications. Et en matière de droit, de liberté, tous ces messages que vous êtes obligés de véhiculer. Évidemment, l'UNESCO organise beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres internationales pour le débat sur le sujet humanitaire d'actualité. Voilà, nous participons dans tout ça. Tout d'abord parce que que nos compatriotes participent et fassent leur contribution aux activités de l'UNESCO. ЮНЕСКО одна из, наверное, самая известная международная организация в России, действительно, можно сказать, по крайней мере, одна из самых известных международных организаций России. И работа посла при ЮНЕСКО, постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО делится фактически на два направления. Одно из направлений – это, конечно, участие в тех проектах и переговорах по международному сотрудничеству и обсуждение проектов ЮНЕСКО, и деятельности ЮНЕСКо, и постоянная работа в них. Если я что-то говорю неправильно, вы меня поправляете. И второе – это работа по укреплению и по сотрудничеству между Россией и самой международной организацией. То есть это два таких основных и глобальных направления. Mais en même temps, on ne peut pas diviser stricto sensu ces deux domaines de nos activités. Par exemple, en ce qui concerne le patrimoine mondial, la Russie, comme vous le savez, participe activement à la restauration, les efforts de restauration, le sauvetage des monuments de patrimoine mondial qui se trouvent dans les zones de conflit. Par exemple, la Russie maintenant participe dans les efforts internationaux pour sauver le monument très connu dans le monde. Oui, qui font partie justement du patrimoine. La ville ancienne de Palmyre, par exemple, en Syrie, qui a été endommagée par les terroristes de Daesh. Et endommagé est un mot faible. Да, но делить эти два направления деятельности невозможно, потому что они все время соединены между собой. И когда мы, например, говорим о памятниках мирового культурного наследия, Россия очень активно принимает участие в работе по восстановлению и по спасению этих памятников мирового наследия, независимо от той страны, где она находится, прежде всего в зонах конфликта. Так, например, сейчас Россия активно принимает участие в спасении памятникам мирового наследия в Пальмире. И таких примеров их много. Может быть, их не так много, потому что, конечно, наши усилия направлены прежде всего на спасение и сохранность, обеспечение сохранности таких памятников всемирного наследия, которые находятся в России. Конечно. Скажем, вот таких как Соловецкий монастырь. Сейчас мы предлагаем еще несколько объектов для включения в список всемирного наследия.
Но вот что касается Сирии, то здесь действительно, во-первых, Россия помогла освободить эту территорию, и это уже само по себе спасение памятника. Но сейчас вот начинается разворачиваться работа по восстановлению, изучению того ущерба, который был нанесен. Но для этого надо было провести разминирование. И этим тоже занимались наши специалисты. А сейчас вот мы готовим к подписанию меморандум между ЮНЕСКО и знаменитым нашим музеем «Эрмитаж», специалисты которого будут участвовать в восстановлении Пальмиры. Очень интересно. Да, очень интересно. Donc là, par exemple, il y a un accord qui va être signé entre l'Ermitage et l'UNESCO et les spécialistes de l'Ermitage vont participer dans le sauvetage de Palmyre. Alors pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est l'Ermitage, c'est quand même un très beau musée de Saint-Pétersbourg. Vas-y, explique aux auditeurs ce que c'est. Je pense que la majorité connaissent quand même l'Ermitage. D'ailleurs, nous sommes rencontrés aussi, ce que j'étais en train de réfléchir, au moment où j'avais organisé un gala à l'UNESCO avec les étoiles du ballet russe et les costumes de Yudashkin. Et notre en fait gala était consacré à l'époque. Il y avait le célèbre théâtre La Fenice qui avait brûlé à Venise. Et du coup, en fait, c'est un des exemples parce que les étoiles du ballet russe se sont montrées présents et on a organisé un gala de récolte de fonds. C'était à Pleyel? Non, c'était à l'UNESCO, oui, à Paris, à l'UNESCO, et on avait récolté quand même pas mal d'argent pour envoyer à ce théâtre au moment où pour la reconstruction de Fenice. Exactement. Alexandre Kuznetsov, je rappelle que vous êtes donc diplomate et qu'à ce titre, vous représentez la délégation de Russie. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Je dirais que la grande difficulté que l'UNESCO doit faire face en ce moment, c'est la politisation excessive de ces activités. L'UNESCO n'est pas conçu pour des conflits, pour des affrontements. C'est une organisation de dialogue par excellence. Mais dernièrement, c'est regrettable, il y a pas mal d'affrontements sur sujets très, très différents, ce qui n'est pas bon pour l'organisation. Et vous recevez des pressions? Non, oui, il y a aussi des problèmes que nous devons résoudre ou chercher quelques solutions. Il ne s'agit pas de pression, il s'agit de l'ambiance négative qui empêche l'UNESCO de porter la paix, mettre en œuvre sa mission. Вероника спросила, какие самые большие сложности встречаются в работе дипломата такого уровня и в работе посла, постоянного представителя России при ЮНЕСКО. И Александр Игоревич нам поясняет, что, наверное, основная проблема сейчас заключается в излишней политизации ЮНЕСКО, которая изначально не была создана как организация, которая будет заниматься конфликтами и политикой. Основная миссия ЮНЕСКО – это диалог. И, конечно, это создает какие-то сложности. Il nous reste pas beaucoup de temps. Non. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, en fait, pour terminer, c'est de poser la question, en fait, à Alexandre sur vos passions, sur vos hobbies, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très cultivé, vous aimez beaucoup la culture, l'art, la littérature. Quelles sont vos passions et qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Tout franchement, je n'ai pas d'hobby parce que j'aime beaucoup la lecture, il est vrai, mais je ne pense pas que la lecture soit un hobby. Ça fait plutôt partie de la vie. Moi, dès mon enfance, j'aimais beaucoup la lecture parce que, bien que notre famille était assez modeste, ma grand-mère avait une grande bibliothèque.
Quelle chance. Plusieurs milliers de volumes. Wow. Elle a eu toute la littérature classique française. Merci ma grand-mère, merci Babouchka. les œuvres complètes de presque de tous les écrivains classiques français, russes, d'autres pays. Et moi, je me réveillais devant les livres et je m'endormis aussi devant les livres. Ah ouais. Donc j'étais habitué à la lecture et ça continue. Donc peut-être parmi les passions, c'est la plus importante. Je sais que vous aimez beaucoup la musique, vous aimez l'opéra, vous aimez la musique classique. Encore une fois, merci à Babouchka. Parce que faut lui rendre honneur. Depuis mon enfance, il m'a amené à une salle de concert que quelqu'un a nommé le plus beau endroit du monde. Ah. Parce que c'était vraiment le cœur de la culture musicale russe et internationale. Par exemple, j'ai eu la possibilité d'écouter, d'être assisté au concert de grands musiciens français, les directeurs d'orchestre surtout, et les interprètes russes, français et d'autres. Oui, c'est une chance pour un petit garçon. Да, я поинтересовалась хобби и увлечениями Александра Игоревича, и спасибо бабушке. Литература и музыка входят в этот спектр и выбор увлечений, ну, не хобби, потому что это, наверное, действительно увлечение, потому что Александр Игоревич вырос в доме, где была огромная библиотека, он просыпался и засыпал в виде книги, поэтому отсюда любовь к литературе и к чтению, а музыка, потому что, опять же, бабушка водила на прекрасные концерты, в огромный концертный зал, где выступали лучшие музыканты, и вот в связи с этим, конечно, музыка тоже занимает большое место в вашей жизни. Спасибо вам огромное за это прекрасное интервью, за то, что вы нашли время к нам приехать. Oui, je voulais vous demander le site de l'UNESCO pour voir toutes les manifestations que vous organisez, vous et la Fédération de Russie dans les autres pays. Il suffit d'aller sur www.unesco.com, j'imagine. .org, ouais. .org. Franchement, vous n'en savez pas, mais on trouvera. Mais oui, c'est un endroit très connu à Paris, oui, la Fontenoy. Quand on marque UNESCO, je sais qu'on peut s'inscrire à la newsletter et je sais qu'on peut même demander des invitations. Oui. Je recommande marquer UNESCO. Oui. Et vous allez avoir toutes centaines de sites, y compris le site officiel de l'organisation. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview exceptionnelle. Nous avons pris beaucoup de plaisir avec Véronique. Tout à fait. Vous reviendrez, j'espère. Merci. Nous, Merci on reviendra, beaucoup. voilà. Alors, je rappelle aussi pour l'agenda culturel que vous pouvez vous connecter sur www.inforusse.com ou sur parismoscou.com. Pour avoir, il y a plein de choses qui vont se passer au mois de septembre, justement, y compris à l'ambassade de Russie. Donc, merci d'être venu jusqu'à Enghien-les-Bains nous rendre visite au studio d'IDFM, cher Alexandre Kuznetsov. On vous donne rendez-vous, chers auditeurs, pour un prochain Dobry Čas, tout en poésie. Et au revoir, Anastasia. Et à la semaine.